Arrêtez tout, un trentenaire musulman immigré et de gauche de rupture vient de prendre la mairie de New York. Son nom, Zoran Mamdani. Et si New York peut le faire, alors pourquoi pas nous ? Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le mercredi 5 novembre et disons-le tout net, Donald Trump a passé une soirée catastrophique hier. Ce mardi 4 novembre, l'Amérique retenait son souffle pour une journée électorale particulièrement scrutée qui a notamment consacré Zoran Mamdani, maire de New York. À seulement 34 ans, ce musulman d'origine indienne, figure montante de l'aile gauche du Parti démocrate, a écrasé tout bonnement la concurrence. Une victoire qui a fait vibrer la gauche internationale et donné des sueurs froides à Donald Trump, comme au loup de Wall Street. Pour les insoumis français, cette élection est plus qu'une curiosité américaine, c'est un laboratoire politique, un signal fort que la radicalité populaire peut renverser la table et triompher face aux puissants comme aux appareils politiques. Alors, Donald Trump, puisque je sais que vous regardez, j'ai 3 mots pour vous. Montez le volume. Nous tiendrons les mauvais propriétaires comme responsables, car les Donald Trump de notre ville sont devenus bien trop confortables en profitant de leurs locataires. Nous mettrons fin à la culture de la corruption qui a permis aux milliardaires comme Trump de se soustraire à l'impôt et d'exploiter les allègements fiscaux. Nous nous tiendrons aux côtés des syndicats et nous étendrons les droits des travailleurs, car nous savons, tout comme Donald Trump, que lorsque les travailleurs ont des droits solides, les patrons qui cherchent à les extorquer deviennent alors tout petits. New York restera une ville d'immigrants, une ville construite par des immigrants, alimentée par des immigrants. Et à partir de ce soir, dirigée par un immigrant. Zoran Mamdani, l'étoile montante des socialistes démocrates d'Amérique, s'est emparé de la mairie de New York, infligeant une seconde défaite cinglante à l'ancien gouverneur Andrew Cuomo, d'abord à la primaire démocrate, puis dans les urnes avec 10 points d'avance tout de même. Le républicain Curtis Sliwa, favori de Donald Trump, subit quant à lui une véritable déculottée dans ce scrutin, avec tout juste 7% des suffrages. Premier maire musulman de la ville et immigré aux États-Unis à l'âge de 7 ans, Mamdani symbolise non seulement un New York progressiste et multiculturel, mais aussi un nouveau souffle en politique. Sa victoire marque un tournant historique puisque la mairie de la plus grande ville des États-Unis n'avait pas été remportée par un candidat aussi à gauche depuis plus de 50 ans. Inconnu du grand public il y a encore quelques mois, Zoran Mamdani a mené une campagne absolument hors norme, axée sur la vie chère et l'antiracisme, alliant mobilisation sur le terrain et communication virale en ligne. Après la défaite de Kamala Harris face à Donald Trump en 2024, il a arpenté le Bronx et le Queens, parlant directement aux électeurs désabusés. D'abord largement ignoré, il faut le dire, par les passants, c'est une vidéo virale qu'il a jetée sous les projecteurs, détaillant un programme social clair autour de mesures phares, comme notamment le gel des loyers, les crèches et bus gratuits, la fiscalité progressive ou encore la défense des services publics. Le tout financé par les plus riches, notamment via une augmentation des impôts sur les entreprises, mais aussi sur le revenu des résidents new-yorkais qui gagnent plus d'1 million de dollars par an. Candidat sous la bannière démocrate après avoir remporté la primaire, le jeune candidat de l'aile gauche accuse néanmoins la direction démocrate d'avoir négligé les catégories populaires, une critique qui lui vaut parfois le qualificatif de populiste et qui froisse la frange modérée du parti, à commencer par le chef des sénateurs démocrates, lui-même natif de New York, qui a largement snobé Mamdani, refusant de lui apporter son soutien lors des municipales.
Mais peu importe que les ténors lui tournent le dos, le discours du trentenaire a galvanisé une jeunesse militante, frappée de plein fouet par la politique de Trump et séduite également par ses positions pro-palestiniennes qui sont devenues le moteur émotionnel et politique de sa campagne. Selon son conseiller Patrick Gaspard, c'est ce mélange audacieux de radicalité sociale et de courage politique qui a déclenché une véritable vague militante sans précédent autour de sa candidature. La campagne de Zoran Mamdani a été organisée de la base vers le sommet en s'appuyant sur ce militantisme intense, avec notamment plus d'1,5 million de portes frappées par des bénévoles. C'était un record. Les réunions n'étaient pas confinées, quant à elles, au centre de congrès comme habituellement. Mamdani est allé à la rencontre des New-Yorkais dans les mosquées, les temples, les universités, les centres communautaires ou encore les quartiers populaires, parlant directement aux citoyens et transformant les habitants en véritables acteurs de sa victoire. Sur les réseaux sociaux, la déferlante Mamdani a été également massive. Chaque vidéo, chaque post, chaque story servait à mobiliser, recruter et transformer l'attention des internautes en actions concrètes sur le terrain. Des chatbots envoyaient automatiquement des messages privés à quiconque commentait ou identifiait le compte du candidat, transformant les likes en porte-à-porte et les partages en nouveaux volontaires. Le ton était direct, populaire, drôle, parfois provocateur, mais surtout toujours fidèle au message politique de fond. Mamdani parlait aux jeunes générations avec un langage clair, inclusif et authentique, et ses contenus multilingues reflétaient la diversité de New York. Cet engagement inédit de la base électorale a fait trembler jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir. Des patrons de la finance et autres milliardaires ont dépensé jusqu'à 22 millions de dollars pour faire échouer le candidat socialiste, qualifiant son programme de communiste. Une attaque évidemment reprise par Donald Trump, qui a également tenté de saboter la campagne du jeune candidat. Rien de surprenant, Zoran Mamdani représente tout ce que le milliardaire raciste et mégalomane déteste. Pour parvenir à ses fins, ce dernier avait été jusqu'à menacer de couper les financements fédéraux à la ville, un chantage économique sans précédent. Mais Mamdani n'a pas tremblé. Ironique et tranchant, il a répliqué « Si quelqu'un peut montrer à une nation trahie par Donald Trump comment le vaincre, c'est bien la ville qui l'a vu naître ». Et sans surprise également, le candidat immigré et musulman a aussi été la cible d'attaques racistes et d'instrumentalisation de la part de ses opposants, notamment Andrew Cuomo. L'ex-gouverneur issu de l'aile droite du Parti démocrate reproche notamment à Zoran Mamdani d'avoir tardé à condamner le 7 octobre. Il l'accuse aussi de complaisance envers l'antisémitisme, un désormais classique des coups bas en politique. Des accusations évidemment balayées par l'intéressé qui a critiqué en retour son adversaire pour n'avoir pas mis les pieds dans une mosquée en 10 ans. En fin de campagne, son adversaire est allé encore plus loin sur une radio trumpiste, insinuant que Mamdani pourrait applaudir un autre 11 septembre, une énième attaque purement islamophobe à laquelle Mamdani a réagi avec émotion, dénonçant le racisme et l'islamophobie endémique dans la politique américaine. Il a également réaffirmé vouloir gouverner pour tous les New-Yorkais, quelles que soient leurs origines ou leurs convictions. Dans cette nouvelle ère que nous nous forgerons, nous refuserons de permettre à ceux qui trafiquent la division et la haine de nous opposer les uns aux autres. Dans ce moment d'obscurité politique, New York sera la lumière. Ici, nous croyons à la défense de ceux que nous aimons. Que vous soyez un immigrant, un membre de la communauté trans, une des nombreuses femmes noires que Donald Trump a licenciées d'un poste fédéral, une mère célibataire qui attend toujours que le coût des courses baisse, ou quiconque d'autre avec le dos contre le mur. Votre lutte est aussi la nôtre. Et nous construirons un hôtel de ville qui reste ferme aux côtés des New-Yorkais juifs et ne fléchit pas dans la lutte contre le fléau de l'antisémitisme. Où plus d'1 million de musulmans savent qu'ils appartiennent.
pas seulement dans les 5 arrondissements de cette ville, mais dans les couloirs du pouvoir. New York ne sera plus une ville où l'on peut faire du trafic d'islamophobie et gagner une élection. Cette campagne triomphale a logiquement rapidement captivé les insoumis français. Manon Aubry et plusieurs cadres du mouvement ont débarqué à New York pour observer Mamdani et son équipe sous toutes les coutures. Terrain, mobilisation citoyenne, communication numérique, chaque geste a été disséqué, analysé et consigné dans l'espoir de reproduire ce modèle en France. Il s'agissait évidemment de comprendre comment une gauche radicale peut fédérer, mobiliser et même l'emporter, alors qu'il fait face à des adversaires puissants et à une machine de campagne impressionnante. Pour la gauche européenne, et notamment le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, Mamdani est une véritable boussole. Il a montré qu'un jeune inconnu, socialiste, musulman et pro-palestinien pouvait battre Trump, Cuomo et Wall Street, et ce, dans la plus grande ville des États-Unis. Mamdani incarne une gauche de rupture qui ne se renie pas, même sous la pression, qui défie l'establishment et qui sait rester fidèle à ses idées tout en rassemblant. La leçon est claire pour une certaine gauche française. La députée LFI Clémence Guettet en dénombre notamment 3 sur X. Il faudrait donc tourner la page de la vieille gauche dégoûtante, ne pas changer de cap face au flot d'insultes et de mensonges du système médiatique et enfin ne rien abandonner de la radicalité des positions. Dans un communiqué de la France Insoumise publié ce mercredi matin, le mouvement résume l'idée par ces mots : ne nous excusons pas d'être ce que nous sommes, ni de vouloir tout changer. Alors New York vient d'écrire une page historique. Si un jeune socialiste de 34 ans peut renverser la table dans l'Amérique trumpiste, alors les idées de rupture, la mobilisation populaire et la radicalité concrète ont encore un avenir en Europe et les insoumis s'en nourrissent comme d'un signal d'espoir. Et puis petite cerise sur le gâteau, la victoire de Zoran Mamdani n'est pas le seul revers connu par Donald Trump et les Républicains hier aux États-Unis. Ce mardi 4 novembre, les démocrates ont non seulement remporté la mairie de New York, mais également les gouvernorats du New Jersey et de la Virginie, surfant sur la colère contre le coût de la vie, le shutdown et les excès autoritaires de Donald Trump. Un an après la défaite présidentielle de Kamala Harris, ces victoires locales marquent un véritable tournant politique. Elles rappellent que la mobilisation populaire, la radicalité assumée et un programme concret peuvent encore renverser la donne et faire trembler les puissants. Et on ne sait que trop bien, ce qui bouscule l'Amérique finira toujours par secouer la France. Alors à bon entendeur. Et on poursuit avec des nouvelles du géant chinois Shein, dont nous vous parlions hier dans le récap. Ce mercredi midi, coup de tonnerre, le chef du gouvernement, Sébastien Lecornu, a annoncé dans un communiqué l'ouverture d'une procédure de suspension de Shein en France. C'est un premier point d'étape, devrait être dressé par les ministres dans les 48 prochaines heures. Et cette information arrive pile au moment où la firme devait ouvrir son premier magasin durable en plein Paris, au sein du BHV Marais. Le récent scandale des poupées sexuelles n'avait rien changé au projet de la direction du grand magasin parisien, pas plus que les mobilisations des salariés ou encore les ruptures de partenariat en pagaille qui en ont découlé. Mais le gouvernement semble avoir finalement décidé de siffler la fin de la partie. Le communiqué du Premier ministre est arrivé presque simultanément avec l'ouverture prévue du magasin ce mercredi à 13h. Il risque bien de venir contrecarrer les plans des deux enseignes à très court terme. Plus tôt dans la matinée, sur le parvis du BHV, des manifestants étaient réunis pour dénoncer l'entreprise de fast fashion Shein aux multiples scandales, notamment des accusations d'atteinte aux droits humains. Nos journalistes Lisa Lapp et Andrei Manivit étaient sur place. Je vous laisse avec leur reportage. Honte au BHV! Honte au BHV! Honte à Shein! Honte à Shein! Les poupées sexuelles sont vendues! Bouh! Honte à Shein, c'est elle qui est pour la paix aujourd'hui! Ce qui se passe, c'est très grave en fait. Il y a quand même des citoyens entre guillemets français qui ont commandé des poupées sexuelles. Donc il y a des pédos, il y a des futurs pédos. En fait, ça va plus loin en fait. Il y a quand même des enfants qui vont peut-être ou qui sont en train de se faire. Le métrip, c'est honteux. On a tous des enfants ou peut-être on va être des futurs enfants. Enfin, qui touche un enfant, c'est tuer la nation. Et ça, je le répéterai toujours de mon vivant. C'est honteux. C'est honteux.
On parle de protection des enfants, on est des survivants de violences dans l'enfance, nous on nous dégage. C'est la honte. D'ailleurs la France est le 3e pays hébergeur au monde de sites à caractère pédopornographique. 160 000 enfants au Bahamas par an sont victimes de violences, ça représente 3 enfants par classe. Enfin, il y a un moment donné, quelle société on peut bâtir si on ne protège pas nos enfants? On préfère faire du business, vous voyez ce que je veux dire? Pour vous, faire du business avec Shein, c'est être complice de pédocriminalité en fait. Alors c'est plus que de la complicité, c'est de la complicité bien sûr, et c'est contribuer en fait à la culture de la pédocriminalité. Voilà, très clairement. C'est pas un achat anodin et qu'on sait malheureusement, et on l'a bien vu il y a quelques mois en France à travers le procès de Joël Escroc, le chirurgien, qui a fait plus de 300 victimes, il avait ce type de poupée à son domicile. Voilà, donc on sait que malheureusement très souvent, ce sont des personnes qui vont passer à l'acte pour violer des enfants. Voilà, c'est de ça dont on parle de crime. Que le BHV ouvre un lieu physique ici est évidemment, je pense, une forme de pacte avec le diable. Symbole de l'impuissance de la République et des pouvoirs publics à imposer des régulations et le simple respect du droit européen et du droit français sur ces plateformes numériques. C'est l'emblème d'un capitalisme débridé, d'un capitalisme qui ne respecte rien, qui part de l'idée que tout peut être vendu et que tout peut être acheté, y compris, on l'a dit, des poupées pédopornographiques, qui considèrent que l'environnement peut être détruit. Shein, c'est chaque année 16 millions de tonnes d'émissions de CO2 à travers le monde. C'est la première industrie polluante en matière textile. Shein a dépassé un nouveau stade dans le marque d'ultra fast fashion. Parce qu'en fait, vous avez les marques de fast fashion et vous avez les marques d'ultra fast fashion comme Shein. C'est une marque qui est faite à partir de plastique, c'est une marque qui est envoyée par voie aérienne. C'est des produits qui sont très de mauvaise qualité, du coup c'est des produits qui ne durent pas longtemps et qui sont très facilement jetables. Enfin, c'est une marque qui est extrêmement dangereuse pour la planète. Et là, on offre du coup aux consommateurs et aux consommatrices la possibilité d'acheter des produits qui sont extrêmement polluants, qui sont dangereux aussi. Nous, on promeut beaucoup plus le modèle de la seconde main et on aimerait que le modèle de la seconde main se développe sur l'ensemble du territoire français et que tout le monde puisse avoir accès à des ressourceries, à des Emmaüs qui permettent d'avoir des produits de meilleure qualité et à bas prix. Ce que Shein essaie de faire, c'est de se légitimer, de se rendre acceptable, parce qu'ils savent que leur modèle est inacceptable, mais qu'il y a des tentatives de législation de leur modèle. Il y a une loi fast fashion en France qui est en cours d'adoption, qui n'est pas adoptée encore, mais qui vise spécifiquement le modèle de Shein. Et ce qu'ils essaient de faire, c'est toute une campagne d'influence pour lutter contre l'encadrement de leur modèle. Un automobiliste a fauché volontairement plusieurs personnes ce mercredi 5 novembre au matin sur l'île d'Oléron, entre les communes de Doluce-d'Oléron et Saint-Pierre-d'Oléron. L'attaque a fait 10 blessés, dont plusieurs sont en urgence absolue. Selon le procureur de La Rochelle, Arnaud Larez, l'automobiliste est un homme de 35 ans, habitant de l'île et connu pour des délits de droit commun. La préfecture, quant à elle, nous informe qu'il aurait crié « Allahu Akbar » lors de son interpellation. Plusieurs bonbonnes de gaz ont aussi été retrouvées dans son véhicule auquel il aurait mis le feu volontairement. Une enquête a d'ores et déjà été ouverte, a précisé le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui s'est rendu sur place cet après-midi. Un individu à bord de son véhicule a perpétré un périple au cours duquel il a volontairement, j'insiste, percuté un certain nombre de personnes qui se trouvaient sur son chemin. C'était des personnes qui pouvaient être à vélo ou à pied. Donc il y a eu 5 personnes qui ont été impactées, qui ont été renversées par cette personne sur un périple qui a duré environ 35 minutes. Le suspect a été placé en garde à vue et à ce stade, l'antiterrorisme n'a pas été saisi. Les otages Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus en Iran depuis plus de 3 ans, sont sortis de prison ce mardi 4 novembre dans le cadre d'une libération conditionnelle. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé qu'ils étaient tous deux en sécurité à l'ambassade de France à Téhéran, dans l'attente de leur libération définitive. Après un appel avec son homologue iranien, Emmanuel Macron dit avoir appelé à leur libération pleine et entière et que celle-ci
devait intervenir le plus vite possible. Côté iranien, le porte-parole de la diplomatie a précisé que les 2 Français avaient été libérés sous caution et restés sous surveillance. Le couple de chercheurs français avait été arrêté au dernier jour de leur voyage en Iran et condamné en octobre 2022, respectivement à 6 et 10 ans d'emprisonnement dans des conditions qualifiées d'inhumaines par le Quai d'Orsay, pour espionnage au profit du service de renseignement français. Ils étaient emprisonnés dans des cellules séparées et sans fenêtres, éclairées en permanence, nuit comprise. Ils dormaient à même le sol, n'avaient le droit qu'à de rares sorties dans la cour, des visites consulaires très espacées et des appels à leur famille de 5 minutes maximum, sans date précise. Si Cécile Kohler et Jacques Paris ont quitté bel et bien leur geôle iranienne, leur retour sur le sol français n'est pas encore acquis. Les autorités iraniennes pourraient les assigner à résidence sur place et donc ne pas les autoriser à quitter le territoire. À ce stade, les autorités françaises, quant à elles, restent prudentes. Des précédents d'ailleurs appellent à cette prudence. La chercheuse française Fariba Abdelka, arrêtée en 2019 à Téhéran avec son compagnon Roland Marchal, avait obtenu une libération temporaire en octobre 2020 avant d'être de nouveau incarcérée en janvier 2022. Elle n'a pu rentrer en France qu'en octobre 2023, comme le rappelle le journal Le Monde. L'Iran est souvent accusé de pratiquer une diplomatie des otages en détenant des ressortissants étrangers pour négocier la libération d'Iraniens à l'étranger ou la levée de sanctions. Cependant, la libération conditionnelle de Cécile Kohler et Jacques Paris ne serait pas liée à des concessions françaises, notamment sur le nucléaire. C'est du moins ce qu'a déclaré le ministre Jean-Noël Barrot, précisant que ces dossiers sont bien distincts. Parallèlement, l'Iran a annoncé la libération de Madieh Esfandari, traductrice iranienne arrêtée en France pour apologie du terrorisme, mais laissée sous contrôle judiciaire en attendant son procès. Son cas pourrait être lié à la diplomatie iranienne, mais les autorités françaises restent discrètes sur toute éventuelle connexion avec la libération des 2 otages français. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et souvenez-vous, il y a un petit peu plus d'1 an, le média était auditionné par l'Arcom pour investir la TNT. Mais plutôt qu'une chaîne libre et indépendante comme la nôtre, l'Arcom a préféré le projet du milliardaire Daniel Kretinsky. Aujourd'hui, de nouveaux canaux se libèrent sur la TNT nationale et la TNT francilienne. Alors le média compte bien y candidater si l'Arcom en décide toutefois ainsi. Et comme toujours, nous porterons un projet commun avec nos camarades médias indépendants qui le désirent. Et vous, si ce projet vous intéresse et que vous voulez nous soutenir, signez et faites signer notre pétition sur tntdesindés.fr. Et si vous voulez nous aider à produire une information libre et indépendante, n'hésitez pas à vous abonner aux médias ou à faire un don sur notre site internet. Ou simplement, vous pouvez aussi parler de nous autour de vous et nous suivre sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, en attendant la TNT, retrouvez-nous sur nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7. Très bonne soirée sur Le Média.